Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à quelques jours, quelques semaines de la draft NBA qui va se dérouler le jeudi 20 juin. Nous serons d'ailleurs en direct juste ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur très intéressant de Texas Tech. Jared Culver. Ouais, si je commence à bugger sur les prénoms, on est dans la mouise. C'est pas si facile à dire que ça. Jared Culver. Jared Culver, c'est pas. Je suis persuadé que dans 2 ans, on pourra très bien le dire par contre. Mais tu sais ce que c'est quand on découvre les joueurs, pour la plupart, des fois, on a du mal un peu à les prononcer. C'est Je suis vrai. sûr que notre invité, par contre, il le prononce beaucoup mieux que moi. Bah, j'espère. En tout cas, Aaron est là, hein, vous l'avez vu. On va pouvoir débattre tous ensemble, tous les trois, puisque pendant ces 4 prochaines vidéos qui vont se dérouler jusqu'au au 20 juin, nous allons faire tourner avec Antoine d'Envergure. Puisque nous avons reçu la dernière fois Alexandre, ouais. Et là, c'est toi qui viens le suppléer. Comment tu vas? Bien et vous? Super. Est-ce que tu es prêt? Je suis pas sûr, mais... Tu nous disais juste avant l'émission que tu regardais largement plus de vidéos, de matchs NCAA plutôt que les matchs NBA, contrairement à nous. Oui, ouais, clairement. Je fais quasiment que ça, NCAA et puis du basket FIBA. Là, on a commencé. FIBA, sur les compétitions jeunes, hein, le FIBA. FIBA, ouais, U16, U17, U18, U19, tout ça. À fond. D'où vient cette passion pour les jeunes? C'est bizarre comme question. Ouais, je vais répéter. D'où te vient cette passion pour les jeunes prospects qu'on devrait retrouver bientôt dans le basket de haut niveau? J'aime bien quand ils viennent se sortir sur mes genoux. Non, mais ça te vient d'où? C'est vrai, parce que c'est peu commun finalement. Je sais pas, ça a commencé en, 2008-2009. J'ai commencé à m'intéresser. Je m'intéressais d'abord au trade qui se passait l'été, à essayer d'analyser tout ce qui pouvait se passer en NBA. Et l'été d'après, je me suis mis sur la draft. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Draft Express, il y avait NBA Draft.net, mais qui était un peu pourri. Toujours un peu. Toujours. Et du coup, ça m'a donné envie de fouiller, quoi, vu qu'il y avait quasiment que Draft Express. Voilà, je sais pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc Envergure est né aussi un peu comme ça. On rappelle, pour ceux qui découvrent Envergure, pour avoir toutes les infos des prospects qu'on va retrouver en NBA très rapidement pendant les Summer League au mois de juillet aussi, eh bien, allez sur le site, il y a une mock draft absolument complète et aussi des scouting reports sur chaque joueur. Alors il y a les plus évidents qu'on a cités depuis maintenant quelques semaines, mais il y a aussi tous les plus obscurs qu'on va retrouver au second tour notamment. Ouais, et puis ce qui est cool avec Envergure, c'est qu'il y avait un vrai créneau à prendre là-dessus, sur autant de détails, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du basket universitaire quand la draft se rapproche, la preuve avec nous, et c'est vrai que votre site, vos tweets, ça permet déjà tout au long de l'année d'avoir un suivi avec les joueurs, donc ça c'est vraiment cool, quoi. Absolument, le site qui est vraiment très bien, on vous le conseille. Donc alors, parlons de notre ami de Texas Tech, Jared Culver. Alors comme vous avez l'habitude, on va parler de son profil, ses forces, ses faiblesses, son potentiel, et on aime bien aussi les petites comparaisons avec les anciens joueurs NBA pour donner un ordre d'idée sur le type de joueur que c'est. Je vois que tu fais un oui comme si on ne devait pas trop comparer avec les anciens joueurs NBA. Non, on n'aime pas trop ça. En général, je suis Envergure parce que ça fausse un peu le truc et j'essaie Du coup, je réfléchis dans ma tête là sur Jared Culver. T'as 10 minutes pour le faire. Alors allons sur son profil. Ça parle aux gens, les comparaisons. Exactement, c'est pour on dire. Peut pas l'enlever. Alors Jalen Rose à la draft est catastrophique. Je pense qu'il le fait sur Rosé. Je pense qu'il fait exprès pour trouver des contre-pieds à chaque fois. Presque, on a l'impression que des fois c'est presque du second degré, mais c'est vrai qu'en tout cas les comparaisons, moi j'aime bien parce que ça parle un peu plus aux gens. Alors des fois c'est faux, des fois on se trompe, mais parce que les mecs sont jeunes. Mais en tout cas c'est vrai que ça parle aux gens. C'est pour ça qu'on donne souvent un seuil haut et un seuil bas pour savoir dans quelle mesure on se retrouve. Donc Jared Culver, vas-y mon polo, n'hésite pas à nous envoyer son profil. Alors je vais te poser la question à toi. C'est toi l'expert ici, Antoine. Quel est le profil de ce joueur? Le profil, c'est donc un gamin qui est assez grand. Vous avez mis à 2,1 m. Il est annoncé à 2,01 m à la draft combine. Ouais, c'est ça. Donc c'est un poste 2-3, sachant qu'il y a 2 ans, donc quand il arrive à Texas Tech, il faisait 1,94 m. Donc il a quand même pris 5-6 cm en 2 ans. Et ce qui a fait que sa cote a monté en fait. L'an dernier, à la fin de l'année passée, il n'était pas très haut. Et là, il a grimpé parce que quand tu prends 3-4 cm comme ça à 20 ans, c'est un peu on parlait vite fait de Paul George. Paul George est arrivé en NBA aussi à, je sais plus, 2 m 01 à peu près cette taille-là. Et il a grandi aussi pendant les années pro. C'est quand même assez rare de voir des profils comme ça. Ouais, moi j'ai grandi vite, mais je me suis arrêté tôt, quoi. À 16 ans, 96. À 16 ans, c'était oui, mais j'ai grandi vite, mais à 16 ans, c'était réglé. J'ai grandi vite aussi, je me suis arrêté à 1,84 m. Ouais, le coup, t'as eu plus de chance. Plus d'amour, peut-être. Peut-être plus d'amour, c'est vrai, absolument. Donc notre ami est allé en finale du dernier Final Four de NCAA. Donc il a perdu contre Virginia et DeAndre Hunter. On va en parler dans quelques secondes. Moi, ce qui m'intéresse dans son profil, c'est
son évolution. Quand il sort de high school, c'est un mec dont on parle pas du tout. Une première année de freshman, franchement, qui est plutôt lambda. Et là, il explose. Alors moi, je veux savoir pourquoi et avec quelle qualité il explose cette saison-là. Il explose déjà parce qu'il a grandi, mais de deux parce que c'est un gros bosseur. On a des contacts au sein de Texas Tech et ils nous disent le mec il y va, il va au gymnase, il travaille sur ses points forts, ses points faibles, il va à la salle de muscu et il se re-regarde en vidéo aussi après ses matchs et il évalue ce qu'il aurait pu changer, modifier. Tout le monde l'adore hein, dans la fac de Texas Tech. Tout le monde dit qu'il est hyper sympa, hyper humble, hyper travailleur. Du coup, ça paye toujours, quoi. Et ça peut expliquer le fait qu'entre son année freshman et son année sophomore, il ait justement fait cette démarche très compliquée quand on est basketteur. Et alors, ils sont jeunes, mais changer son tir à 19 ans, c'est quand même un énorme chantier, quoi. Sachant qu'il a 36% freshman, 36% réussi à 3 points, ce qui est clairement honnête. Normalement, tu devrais travailler avec. Mais tu vois, je crois que ça avait payé c'est bien, ça a payé très vite sur le même. Je crois qu'il finit les derniers matchs, il est à moins 30%. Sur les 25 derniers matchs, il est à moins 30%. Et justement, ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu une incertitude sur son tir? Est-ce que finalement c'était un bon choix ou il est encore dans le travail et son travail de tir n'est pas fini? Je pense que Markel Fultz peut en témoigner, ça prend du temps de changer un tir. Enfin bon, là, il parle de la peine. Lui, il n'avait pas une catapulte avant, quoi. Ouais, c'est clair. Le mec est passé d'un très bon tir, Markel Fultz, à un tir catastrophique. C'est un peu bizarre. C'est aussi lié au fait que, vu qu'il a progressé sur d'autres aspects de son jeu, notamment au niveau du handle, il a pris des tirs très différents. L'an dernier, il était sur la saison freshman, et il était beaucoup sur du catch and shoot. Alors que maintenant, il se crée beaucoup son propre shoot. Donc beaucoup de pull-up. Et forcément, ça fait baisser les pourcentages. Les shoots sont plus difficiles, donc forcément, les tirs, à part si t'es Harden, tu continues, quoique il a des pourcentages un peu bas. Il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est vrai que tu parles de son handle, il a clairement progressé. C'est vraiment un vrai poste 2 qui est capable de prendre des pics, créer son tir pour lui-même, créer aussi pour les autres. Ça, c'est des qualités qui vont être très intéressantes pour la suite. Ah bah oui, il a 4 passes par match pour un poste 2. Ouais, c'est pas mal. Après, il faut dire que offensivement, autant défensivement, Texas Tech, c'est top-notch, autant offensivement, c'était un peu le néant. C'est la catastrophe. Il y avait quasiment que lui qui pouvait handle, quasiment que lui qui pouvait driver un minimum. Donc ce qui l'a forcé à faire pas mal de mauvais choix, alors que l'an dernier, il y avait Zaire Smith qui était dans l'équipe, donc il pouvait se reporter un peu sur lui aussi. Mais ouais, il y a du handle, il y a du capacité à driver, main droite surtout, en ligne droite, main droite. Il est bon sur tu pénètres, tu vas au dunk de manière très simple, c'est-à-dire droite-gauche. Il est très athlétique, il est plutôt long. Et c'est vrai qu'il a cette tendance à aller forcément beaucoup au dunk sur des défenses compactes en plus. Là, pour le coup, c'est un peu là, il a vraiment les qualités du basketteur moderne, quoi. C'est-à-dire qu'il adore courir sur le jeu rapide. Dès qu'on regarde quelques matchs de lui, on voit tout de suite qu'il aime bien galoper et oui, effectivement, il a les qualités. De 2,0 m, il fait que 88 kilos. Donc il vole, quoi. Donc très vite, avec ses qualités plus son poids, à peine il met les pieds au sol. Et c'est vrai qu'il est capable d'aller vite finir dans le cercle. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une vraie panoplie offensive. Et j'aimerais qu'on vienne sur sa qualité de passe. Notamment, on le voit qu'il est bon passeur sur des pick and roll, plutôt bonne lecture, tu l'as dit. Mais cette année, j'aime bien parce que le coach lui avait mis un système avec un back pick dans le dos d'un poste 4 sur une autre coupe. Et souvent, on l'a vu là-dessus trouver des paniers faciles. Donc, il avait des systèmes pour lui pour la dernière passe. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi pour les futurs franchises NBA de se dire que c'est pas un mec sur qui il faut mettre que des systèmes pour qu'il se finisse. Il a aussi des systèmes où il peut faire des passes. Ouais. Clairement, il y a cette polyvalence. Après, il va falloir qu'il règle son shoot pour essayer d'être un vrai triple threat. Parce que bon, sinon, si tu lui coupes les angles de passe et que tu te recules un peu pour le laisser shooter, il va shooter et ça va. Ça peut être catastrophique, tu penses? Pour l'instant, ça va pas le faire. Je pense que les mecs qui travaillent comme ça. J'ai toujours 2 critères pour savoir si un joueur va évoluer. Déjà, voir l'évolution quand il est jeune et regarder comment il défend. Les mecs qui défendent dur, en général, c'est qu'ils travaillent dur à la salle et en général, ils progressent. On fait un coucou évidemment à Ja Morant, dont on va parler dans quelques minutes, qui lui adore défendre aussi, évidemment. C'est de l'ironie. Si je récapitule ses points forts, son physique, forcément, un poste 2 plutôt athlétique. Moi, il y a un truc que j'aime bien avec lui, c'est ses cannes. Tu vois, alors il est plutôt costaud et tout, mais ses jambes, j'ai l'impression qu'il est bien ancré au sol. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a d'assez petites jambes finalement, un assez grand torse, un centre de gravité assez bas. Donc il est bien ancré, il bouge et il est hyper mobile comme gamin.
Je pense qu'en grandissant tard comme ça, les mecs qui grandissent tard, ils gardent toujours une certaine mobilité dans les jambes. On a vu Anthony Davis qui court comme un lapin, alors qu'il voilà. Ouais. Les mecs comme ça en général gardent la mobilité qu'ils avaient avant et c'est vraiment un prophylactique. C'est pour ça que je veux pas que tu me poses la question de la comparaison. On t'inquiète pas, on va y aller. Après, on peut revenir sur le fait, je sais pas si tu as anticipé ça, le fait de son Final Four, il fait plutôt une belle campagne, il fait une marche madness plutôt honnête. Je voulais en parler un peu à la fin pour savoir dans quelle équipe il va se passer. On finit sur les points forts. Donc on a dit IQ Basket, on en a parlé, un jeu offensif intéressant. Il a pas peur du contact aussi quand on compare avec d'autres. Le Cam Reddish par exemple qui explose sur chaque Il n'a pas contact. peur du contact, par contre quand tu lui en mets, défensivement, comme j'aime bien dire, quand tu le maillotches, et on sait qu'il a été ciblé, notamment le Final Four, on va y revenir, mais quand il est ciblé par des bons défenseurs, un peu en mission sur lui, il s'éteint, il a du mal à surpasser, à répondre au combat. Est-ce que c'est pas dû peut-être parce que c'est un très bon joueur, mais c'est pas un élite player d'attaque. Et tu vois, au bout d'un moment, quand il y a un très bon défenseur, Polo, la dernière fois, a dit très juste, bah oui, quand il y a un fort défenseur, en général, t'es moins fort. Sauf si t'es LeBron, Kobe et ainsi de suite. Bah, je pense qu'après, c'est aussi une évolution à avoir. Je pense qu'il est en pleine progression. Vraiment, je pense que c'est un mec qui n'est pas fini. Après, on le sait maintenant, même s'il a fait 2 ans de fac. Donc, il a changé son tir. Il a pris des nouvelles responsabilités sur cette nouvelle année. Il a assuré. Il a plutôt assuré jusqu'au Final Four, en tout cas. Et tu disais que c'est un mec qui n'était pas spécialement attendu là. Donc, maintenant, de se dire, OK, je peux mettre des points, mais quand je suis fortement défendu, je peux encore mettre des points, c'est un nouveau step. Mais voilà, je pense que les mecs à 20 piges, on va pas les connaître, mais en tout cas, c'est un premier élément de se dire, si tu le maillotches, il a tendance à éteindre. Et quand ça se sait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sortir le 12e mec du banc, il va te mordre le mollet et tu vas plus pouvoir jouer. Ouais, c'est clair. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi dans ces matchs, c'est qu'il était capable de jouer post-up. Ouais, un peu. Je pense pas que ça sera son bread and butter en NBA parce que. Il s'en servait surtout parce que au niveau universitaire, il était plus grand que les autres. Je pense pas que. Après 2m01, tu peux être plus grand que d'autres postes 2. Alors des postes 3 non, mais les postes 2, c'est possible. Ouais. Après, sur un mismatch, sur un switch, sur un pick, il pourra s'en servir. Ça serait une facette. C'est pas encore hyper développé, mais ce serait pas choquant que ça fasse partie de son jeu dans quelques temps. En tout cas. Ouais, je pense qu'il faut. S'il a eu du mal, notamment en finale, c'est aussi parce que il n'a pas encore le handle, il a une bonne vision du jeu, mais il sait pas non plus. Il lit pas en fait. Il est très mécanique dans sa façon de jouer, vu que c'est un mec qui apprend. Et scolaire. Il est scolaire. Et il lui manque de fantaisie peut-être. Encore c'est juste qu'à un moment donné, à force de soit en répétant, soit juste parce que tu as le talent, tu vois les choses un coup en avance. Par rapport aux autres. Et lui, il est encore dans cette scolarité qui fait qu'il a pas ce temps d'avance et ça l'empêche de faire plus. Alors ça, pour toi, c'est sa plus grande faiblesse aujourd'hui ou il y en a une autre? Pour moi, sa plus grande faiblesse, ça reste le shoot parce que ça conditionne tout le reste de son jeu offensif. S'il devient, disons, adroit à 36-37% sur des catch and shoot, donc fiable en NBA, je pense que derrière, ça va éclairer tout le reste de son jeu, quoi. Ouais, clairement. D'accord. Le shoot, quand ça rentre pas, on l'a vu sur les matchs March Madness, quand ça rentre pas, après, il le bloque. Il bloque ses drives et c'est fini, quoi. Ça marche pour tout le monde en ce moment. Mettre dedans, forcément, ça élargit les choses. Demande au banc des Warriors lors du match. Lors du match 3 chez eux, là, bref, on connaît la suite. On enchaîne alors du coup, regarde, l'avis de nos amis de Milan Campus qui parle de l'attaque de Culver. En attaque, il doit travailler son tir, développer sa création du tir. Seulement 34% de réussite à mi-distance et 30% à 3 points, ça fait pas beaucoup. Trop faible pour un arrière dans le basket d'aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on dit. Ouais, et ce qui est bien, que ces pourcentages, il faut rappeler quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que la ligne NCA, elle est beaucoup plus proche. Elle est plus proche qu'en NBA. Ouais. Alors ça changera l'année prochaine, elle est plus proche qu'en NBA. Il est même plus proche qu'en Europe. Oui, largement. Donc, elle se met au niveau de l'Europe. Donc, à 70 cm d'écart. L'année prochaine, elle va reculer. Donc, c'est des pourcentages quand même qu'il faut prendre en compte, ces pourcentages-là qui ne sont pas très élevés. En plus, avec une distance. Après, il y a la réalité de la qualité des tirs que tu prends. À partir du moment où tu es dans le dribble, où il vaut mieux être James Harden plutôt que d'être un bon joueur et pas encore un elite player. Alors, parlant de son potentiel, quand on en parle, j'ai l'impression que c'est vraiment un vrai bon joueur qui sera solide en NBA. Alors, d'après toi, quel sera son plafond ? C'est dur à dire. On peut estimer que son plafond, ça peut être un joueur type Paul George,
Tu penses que ça. Donc multi-All-Star et tout ça? C'est vraiment plafond haut, hein, très haut. Ouais, Ça, c'est très, très haut. On est dans des beaux apparts parisiens. Hein. Le plafond de 3,60. Ce qu'on pourrait dire, je sais pas, Moulure. Demar DeRozan ou ce genre de. Donc tu le vois. Donc toi, pour toi, sa limite aujourd'hui, c'est d'être All-Star un jour? Sa limite max, ouais, il peut le devenir. Il est immense. Enfin, on n'a plus la taille, mais il fait 2,01 m. Poste 2, 2,01 m avec une envergure de mammouth, très léger sur ses pieds. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en NBA de ces dimensions-là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Erwan, une petite limite, qu'est-ce que tu vois en lui? Aujourd'hui, il est annoncé 4e aux Lakers, parce qu'ils ont kiffé sur lui, ou 5e aux Cavs. Ouais, ou même un peu plus bas, là, il y a NBA.com, donc il voit 5 et 6 aussi, ESPN.com, qui, avec les Suns, qui ont l'air assez chauds sur lui, surtout qu'il y aurait de la concurrence chez les Suns sur le poste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, contrairement à ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde un peu dans ce profil-là en NBA, quand même, de mecs, alors oui, grands, mais finalement des mecs qui touchent un peu à tout. J'ai l'impression qu'en NBA, il y en a quand même beaucoup, et des fois, surtout qui sortent des fois des radars, qui sont draftés fin de premier tour, deuxième tour, ou des mecs qui sortent de G-League maintenant. Donc voilà, ça peut être un joueur, enfin pas lambda, mais ça peut être un joueur qui s'installe, qui fait une carrière honnête, mais sans non plus, sans non plus énormément briller, tu vois. Ce serait pas le premier comme ça. Non, il a un physique NBA, il a les qualités pour jouer NBA. Il a l'air plutôt intelligent. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il correspond à un profil moderne du basket où il y a beaucoup de monde, il y aura beaucoup de concurrence et pas que dans sa future équipe. Bah regarde, moi dans les comparaisons, il y a un truc qui m'intéressait, c'était la comparaison avec Evan Turner. Evan Turner, à la sortie de la fac, il est incroyable, numéro 2 de draft et tout ça. Et dans le profil, c'est-à-dire un poste 3 qui est capable de dribbler, capable de prendre des pics, capable de faire jouer les autres. Intelligent dans le jeu et qui a un souci avec son tir extérieur. Donc on est, sans dire que c'est une super... Tu vois, Evan Turner fait une vraie bonne carrière quand même, mais ça reste un plafond relativement bas pour un très très haut choix de draft. Ouais, il est prêt. C'est vraiment le genre de joueur high risk, high reward, quoi. Je pense que son plafond, il est là. Je pense qu'il peut être All-Star. Je pense qu'il peut aussi faire que 4 ans en carrière et finir en G-League ou en Chine, quoi. Ah ouais, carrément. Voilà, si le shoot ne vient pas, alors il progresse beaucoup, donc c'est le bon côté. Après, le problème au shoot, c'est qu'il c'est pas un bon shooter de lancer franc. Il a 67%, un truc comme ça. Et c'est rarement bon signe. Est-ce qu'on n'est pas encore dans changer son tir, quoi. Ouais. Attends, mais imagine, si à 19 ans, on vient de voir, on dit change ta ça dépend qui t'es à la base. Si t'es Ben Simmons, ça se tient. Si t'as un tir correct, bon, jusqu'à preuve du contraire, de mémoire, t'avais un tir plutôt correct. Oui, mais parce que je l'ai pas changé. Il y a personne qui est venu me dire. Excuse-nous, Drazen. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment que les gens se rendent compte que changer une mécanique de tir, vraiment, c'est tout plus difficile de toute manière au basket. C'est vraiment un truc. Et puis encore, tu le fais à 12 ans, ça va. Tu le fais à 18, 19, c'est quand même vraiment quelque chose de très compliqué qui prend vraiment du temps. Parce qu'après, il y a la gestuelle à l'entraînement où tu es à 1 contre 0, et puis tu as condition de match, et puis tu as match. Et là, il va carrément aller chez les pros. Donc, non, moi, le seul truc, je me dis, c'est qu'il a encore pour moi 2 ans vraiment de travail là-dessus. Donc on va évidemment pas le condamner, on va évidemment pas lui souhaiter la Chine ou la G-League, mais en tout cas, moi là où je suis positif, c'est que c'est un bosseur. Et on sait que des fois tout le monde ne l'est pas bosseur, que la NBA est parfois une fin en soi pour certains mecs. Il a l'air d'avoir quand même du plomb dans la tête et d'être bosseur. Et ça, c'est plutôt cool pour les futures franchises qui veulent le récupérer. Toute dernière question. Donc on a parlé des Lakers, des Suns, des Cavs et ainsi de suite. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir un impact dès la saison prochaine en NBA? Déjà, c'est rare. Il y en a. Rare. Je pense que la saison prochaine, il sera 7e, 8e homme au mieux. D'accord. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. C'est vraiment un joueur qui a besoin de tomber. Enfin, on le dit ça de tous les prospects, mais. On dirait pas ça de Zion, hein. Ouais, Zion, on dira pas ça. Ouais. Mais en général, il faut qu'il tombe dans la bonne situation et lui encore plus. Tous les prospects avec beaucoup de risques, je pense aussi à Sekou ou à Kevin Porter Jr., c'est des gens qu'il va falloir bichonner et genre, je sais pas si il tombe par exemple le Cavs, Culver. Là, il aura du temps de jeu sur le poste 2. J'aurais peut-être quelques petits doutes parce que c'est quand même, il porte quand même pas mal le ballon et jouer à côté de Sexton. Après, Sexton est très scoreur et lui, il pourrait être dans un truc un peu plus all-around. Alors, il y a Cedi Osman qui est capable de le faire aussi. Et qui le fait bien déjà. De toute façon, moi, je me dis toujours, autant est dans une équipe de merde avec. Sans faire offense, mais moins avec du temps de jeu, avec des ballons, que d'être dans une grosse équipe, c'est difficile de jouer. Les Lakers qui ont l'air d'être chauds sur lui, tu joues à côté de LeBron pour commencer ta carrière, va demander à D'Angelo Russell quand il est avec Kobe, les mecs ils ont pas c'était pas LeBron. Ou Julius Randle, c'était pas LeBron, c'était Kobe. Mais quand tu es avec des méga stars comme ça qui font la balle et qui phagocytent pas mal le jeu, ben vas-y, va commencer ta carrière comme ça. Julius Randle et D'Angelo Russell,
Putain, je pense que leur première saison NBA à côté de Kobe, je suis pas sûr qu'ils aient kiffé. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, mais je pense que du coup, dans une équipe comme ça, on va lui demander quoi? Vas-y, tu défends quoi. Tu fais que ça. Et tu t'entraînes au shoot, t'as 2 ans, tu t'entraînes au shoot à l'entraînement tous les jours. Et le mec, il viendra, il jouera 10-15 minutes, il va défendre comme un chien. Et il s'améliorera tranquillement pendant ce temps. Je pense que ça peut être une bonne situation, quoi. Moi, les Cavs, je trouve ça cool pour lui. Il y a une totale reconstruction. C'est une vraie page blanche. Et c'est le moment. Alors oui, il y a Sidi Osman, mais bon, faut bien. Il joue pas 48 minutes. Notre ami Sidi Osman. Il y a Colin Sexton aussi. Voilà, je pense que prendre aussi des wagons en place sur des petites équipes, c'est plutôt pas. On se souvient que Kyrie Irving, quand il arrive aux Cavs, ben, il fait ce qu'il veut et il s'éclate. Alors très vite, on comprend que c'est un joueur supérieur. Et qui va pas en playoff. Qui va pas en playoff. Mais je pense que les mecs, à cet âge-là, faut jouer. Vraiment, faut jouer. Et les envoyer en chair à canon en étant tu défends et tu taffes ton tir, c'est bien de le bosser aussi son tir en plein match. On ne remplacera jamais les conditions de match. Absolument. Voilà, on a fait le tour sur Jared Culver. Si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Sinon, on va pouvoir passer. Chercher un jeu de mots avec Culver, mais je l'ai pas, donc. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. On se retrouvera dans quelques jours pour parler de Sekou Doumbouya, pour parler de Ja Morant évidemment, et donc de Zion Williamson, juste avant la draft. Merci les amis, on se retrouve dans quelques jours. Allez, c'est parti, ciao, bye. Salut. Timeout. Decide not to use it. Curry way downtown.